Bonjour Sébastien Charbonnier, tu Bonjour. es enseignant-chercheur, docteur en philosophie et en sciences de l'éducation. Qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser et à te spécialiser en sciences et en philosophie de l'éducation? Alors il y a une raison philosophique et une raison stratégique. La raison philosophique, c'est que dès qu'on pose des questions sous l'angle de l'éducation, on va se les poser de manière dynamique, de manière génétique. C'est-à-dire que ça va nous prémunir ou nous emmener ailleurs que des questions un peu statiques, des questions qui figent, des questions des essences. Et ça me plaisait beaucoup. J'avais l'impression qu'une philosophie du devenir était plus juste, plus proche de la réalité qu'une philosophie de l'être. Donc voilà, ça amenait toujours cette perspective dynamique. Et sur quel objet? Sur tous les objets. Donc ça, c'est la raison stratégique. C'est que faire de la philosophie de l'éducation de manière un peu malicieuse, c'est ne pas se spécialiser, parce que tout s'apprend. Donc ça permettait de faire de l'épistémologie sur l'apprentissage des savoirs, de la politique, sur l'apprentissage des relations dans le collectif, sur l'éthique, sur le devenir meilleur. Donc c'était aussi une manière de ne pas se spécialiser en prenant plutôt un critère d'approche, presque un critère méthodologique, une manière de faire de la philosophie, plus que de se définir comme spécialiste d'une thématique en philosophie. J'ai donc assisté à ta conférence, enfin la conférence à laquelle tu as participé sur ce que peut la philosophie à l'école. Et ce qui m'a frappé, c'est cette portée extrêmement politique en fait de l'éducation, parce qu'elle est à la fois ce qui permet de s'émanciper, mais elle relève aussi d'un système institutionnel, d'un système éducatif. Comment, selon toi, on dépasse ce paradoxe entre la philosophie qui essaye entre l'éducation qui essaye en même temps d'émanciper et cet aspect très normatif de l'éducation? Ben ça, c'est la question énorme en fait, et c'est ce qui est passionnant dans l'éducation, c'est-à-dire que, en tout cas au début de l'existence des êtres humains, comme on est des êtres sociaux, il y a un peu l'accueil dans le groupe, et donc d'une certaine manière, il y a une transmission de certains codes. Et c'est, on pourrait dire, une part aliénante, irréductible, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le jeune être humain n'a pas beaucoup son mot à dire. Il va intégrer des normes, il va accepter des savoirs sous des modes très affirmatifs, dogmatiques, on dirait. Et ce qui fait que dans l'éducation se pose toujours la question de ses limites, mais donc aussi de la déséducation, de la rééducation. C'est-à-dire que le premier geste politique pour penser l'éducation, c'est de considérer que l'éducation, c'est pas juste un moment dans l'existence, au début de l'existence souvent, qui concernerait l'enfance. Comme si après, c'est bon, on sait. On a appris, on a été éduqué, maintenant on est éduqué, on est éclairé, on sait, donc on n'a plus à l'être. Et ça, je pense que c'est le destin de ceux qui... Justement, c'est le destin des dociles ou des obéissants, des plus loin obéissants. Et ce qui est intéressant, justement, c'est déjà d'essayer de faire le moins de dégâts possible à ce moment-là en tant qu'éducateur, en tant que parent, en tant que prof, donc au moins ne pas leur nuire, et de reconnaître qu'on a toujours à continuer à se déséduquer, à se rééduquer. Donc l'éducation, ça ne concerne pas uniquement le début de l'enfance, mais aussi toute la vie. Et ça pourrait être une définition de la philosophie d'ailleurs. Cette exigence vis-à-vis de soi-même de ne rien prendre comme évident et de toujours continuer à questionner ce qu'on a accepté ou ce qu'on veut nous faire accepter comme nouvelle norme ou nouvelle manière de penser. Une auto-éducation constante, alors d'une certaine manière. Voilà, mais une auto au sens du pronom personnel pluriel, nous. C'est-à-dire quelque chose de collectif. C'est pas auto au sens d'un je solitaire, mais c'est auto au sens d'un nous collectif qui cherche son intérêt général. Donc une question de démocratie. Un peuple a toujours à s'auto-éduquer, dirait Rousseau, dirait Dewey, dont on a parlé aussi tout à l'heure. Et un peuple qui ne cherche plus à s'auto-éduquer, c'est en fait un peuple qui ne s'intéresse plus à ses propres problèmes et à ce quel est son intérêt général. Et ça, souvent, c'est dans les moments de l'histoire assez sombres où on vit sur le passé, où on vit avec des traditions anciennes. Je prends un exemple d'actualité. Se référer à l'amendement constitutionnel américain qui justifie le port d'armes, c'est quand même se référer à une décision politique qui date de 1776. Donc, du début des pères fondateurs, un autre contexte politique, un autre contexte historique, avec des arguments très intéressants d'ailleurs. Du type un peuple sans armes est un peuple qui ne ferait plus peur à son gouvernement, et donc c'est un peuple qui finirait forcément aliéné. C'est pas inintéressant de dire il faut que le pouvoir continue à craindre son peuple et c'est pour ça qu'il doit être armé. C'était l'argument des pères fondateurs, sauf que quand ils disent ça, c'est pas le contexte des années 2020 avec une industrie de l'armement ultra puissante qui cherche à vendre des semi-automatiques à tout le monde. Et donc on pourrait dire
reposons-nous la question, enfin les Américains, et ils sont quelques-uns à se dire, il faut qu'on se repose la question, il faut qu'on se rééduque sur cette question-là. Et ceux qui disent, bah non, parce que c'est sacré, cette décision-là du passé, on ne peut pas y toucher, ça c'est des gens qui ne veulent plus continuer le geste éducatif collectif. Et souvent c'est assez triste, c'est ce qu'on appelle des conservateurs ou des réactionnaires, et c'est des moments douloureux pour un collectif, que d'être pris dans cette volonté de fixer son devenir. Et en ce qui concerne l'école, est-ce que tu penses qu'elle a suivi les évolutions de la société, qu'elle s'est adaptée, ou est-ce qu'au contraire tu penses qu'elle relève d'un certain conservatisme? Parce qu'il y a pas mal une critique en ce moment, avec toute une éducation populaire, il y a plein de systèmes qui se créent, qui contestent un système éducatif qui serait très figé. J'aurais aussi tendance à penser ça, c'est-à-dire que là on est dans un moment historique où l'institution scolaire s'arc-boute sur elle-même et devient de plus en plus en décalage. Hier, on avait la question de l'écologie, et dans les intervenants, il y en a qui travaillent cette question-là et qui ont sous aussi l'angle du décalage de plus en plus étonnant et désespérant de l'école pour s'emparer de ces questions qui forcément touchent plus les nouvelles générations que les anciennes, parce qu'on a une forme d'injustice transgénérationnelle, une génération qui arrive en fin de vie, qui a participé à un mode de vie qui a détruit la planète, une nouvelle génération qui doit s'emparer de ces questions-là. Et pour le coup, l'école ne lui facilite pas la vie parce qu'elle arrive dans une école pensée par l'ancienne génération qui n'avait pas problématisé et mis ça au centre des apprentissages. Et donc, on a une génération qui doit tout faire, qui est presque condamnée à l'autodidaxie, à devoir se débrouiller par elle-même et apprendre par elle-même, parce que pour le coup, le geste éducatif dans ce qu'il veut avoir d'accompagnant et d'aidant pour l'émancipation, pour l'instant, ne se fait pas à la hauteur des enjeux. Et donc, on a un discours critique sur l'institution scolaire qui est né en même temps que le rapport Meadows depuis les années 70 et qui, pour l'instant, a peu d'effet sur l'institution qui, depuis 40-50 ans, est globalement à peu près la même, alors que le monde et la société et notre conscience de ces problématiques ont beaucoup bougé depuis ce temps-là. Et dans ce contexte-là, alors, comment toi tu envisages la fonction du philosophe et même plus généralement de l'éducateur? D'amener, c'est ce dont on a parlé, d'amener la philosophie à l'école pour faire des enfants des philosophes. J'opposerais ça à la figure du conseiller du prince, parce que c'est ça l'autre alternative, c'est qu'en tant que philosophe, on écrive des livres et que ça puisse toucher le ministre de l'Éducation nationale qui dit « Ah oui, il faut que je réforme le système parce que j'ai lu le livre d'un intellectuel », un peu voilà comme si notre but c'était juste de penser pour ceux qui ont le pouvoir de changer les choses. Non, je pense que c'est plutôt de fournir des outils et de penser avec ceux qui ont la puissance de transformer les choses. Et donc c'est plus utile, je pense, de faire de la philosophie avec les enfants en primaire que de proposer une nouvelle philosophie dominante qui finira par parler aux gens de pouvoir. Je donne un exemple très simple, le CAIR, qui est un ensemble de philosophies féministes, surtout avec des autrices très intéressantes. À un moment donné, ça a plu à Tony Blair, ça a plu à Martine Aubry dans le PS en France. Pour ce qu'ils en ont fait et ce qu'ils en ont compris, c'est aucun intérêt, ils l'ont dénaturé. Ça leur a permis une sorte de care-washing. Donc souvent, les concepts les plus critiques en philosophie, les plus subversifs, quand le pouvoir s'en empare, c'est mauvais signe. Par contre, ils peuvent infuser, diffuser, être réappropriés par les subalternes, par les dominés, comme des arts de la résistance. Et je pense que si la philosophie peut participer... voilà, un peu comme les livres qui passaient sous le manteau pendant les périodes de résistance, c'est plutôt là qu'elle pourra trouver sa vraie place en termes de pratiques subversives et révolutionnaires et pas aux oreilles des puissants. Merci beaucoup. Merci à vous.